Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le garçon, parce que nous avons un garçon. Et je le souligne parce que à l'oral, les garçons sont moins francs du collier que les femmes, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas y aller, comme si en fait, avouer quelque part qu'on ait besoin soit de conseils, soit tout simplement qu'on cherche des renseignements sur l'expression orale, ça soit pénalisant pour notre côté d'homme, ce côté un peu machiste qu'on peut avoir. Donc je félicite Aurélien de nous avoir rejoint, Aurélien qui est également administrateur du club. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce club sandwich particulier sur l'expression orale. On est ensemble jusqu'à maxi 14 heures. Je vais vous proposer des petites choses en plusieurs temps. D'abord, je vais donner un certain nombre d'éléments très courts qui vont vous permettre peut-être de vouloir réagir à un moment donné sur des temps qui vous sont plus chers à vous, sur une actualité qui peut être omniprésente et sur la base de laquelle vous auriez besoin d'informations, de conseils éventuellement. Donc ça va être très court. Je vais donner quelques éléments. Ensuite, dans la foulée, je vais vous présenter 3 courtes vidéos. Pourquoi je vous présenterai ces vidéos? Parce qu'en fait, elles sont la traduction de différents types de prestations orales, de différents types d'orateurs qui, à la base, n'ont pas de soucis, mais on se rend compte que si on n'a pas balayé l'ensemble des champs qui nous permettent d'optimiser sa prestation orale, eh ben, on risque de ne pas être au top. Et le pire, c'est que l'assemblée, qu'elle soit en visioconférence ou qu'elle soit en chair en os, elle peut avoir tendance à interpréter juste sur le petit truc qui n'a pas fonctionné et ne se rappeler que cela alors que l'ensemble de votre prestation a été au top et tout a bien fonctionné. Donc, je donnerai 3 exemples et je vous demanderai très sincèrement, très concrètement, de commenter ce que vous avez vu, ce qui vous aura plu, ce qui vous aura moins plu et peut-être de ce qui vous posera question, ni plus ni moins. Et puis ensuite, bien évidemment, on va échanger, puisque la base de l'expression orale, c'est de pouvoir échanger. Donc, on va laisser une grande partie de notre temps pour pouvoir échanger. Euh, je regarde s'il y a des gens qui sont encore dans la petite salle d'attente. Je n'en vois pas. Donc, je démarre tout de suite. Je voulais vous dire en ouverture que je trouve qu'on n'a jamais autant parlé que depuis ces dernières semaines, soit parce que les conséquences du confinement nous ont amenés à commencer, puis ensuite à développer, pour certains à enchaîner les fameuses visioconférences à distance, les réunions via tel ou tel support. Là, on a Zoom, mais ça peut être aussi Teams, Messenger et autres. Et pour ceux qui n'étaient pas dans cette spirale, le mode confinement, eh bien, c'est décliné petit à petit vers un espèce d'exutoire de la parole et des relations de quelqu'un qui pouvait passer à notre portée. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'avait plus ce stress qu'on pouvait avoir en termes de langage, le fait de paraître. Dès que quelqu'un arrivait, on avait envie de pouvoir s'exprimer et on mettait de côté un peu l'image que l'on pense représenter quand on s'exprime à l'oral. Dans ces deux cas, que ce soit les visioconférences ou chez vous quand vous parliez avec vos proches ou avec des gens qui venaient vous visiter, euh, donc on était en prise directe avec une actualité immédiate. On ne s'est pas trop soucié de si on avait une appréhension ou pas à prendre la parole, ni dans quelles circonstances, ni avec quel outil. On y est allé donc beaucoup plus facilement. Il y avait deux raisons à cela. Soit, en fait, l'obligation technique, si je parle de la visio à distance, ce côté technique, comme c'était le moyen pour pouvoir converser les uns avec les autres, eh bien, ça nous désinhibait en quelque sorte de ce que l'on peut avoir de temps en temps comme stress pour s'exprimer à l'oral. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on se retrouvait tous dans le même bateau. Et quand on est tous placés sur ce qu'on estime être un même plan d'égalité, ça fait qu'on ne pense même plus à l'idée que les autres peuvent se représenter de nous et quand on s'exprime à l'oral. Alors j'aurais presque envie de dire, vive la crise qui a permis de remettre un petit peu à plat les choses, parce que, si on est honnête, prendre la parole, pour la grande majorité d'entre nous, ça reste compliqué, aussi bien d'ailleurs dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. On a de toute façon 1001 bonnes raisons de se dire que l'expression oratoire, parler devant les gens pour faire plus court, c'est pas pour moi. Il y en a même qui disent qu'il faut avoir un don pour s'exprimer à l'oral.
Moi, je ne crois pas trop. Je vous fais juste une courte parenthèse pour vous dire que vous avez en face à vous de quelqu'un qui était complètement introverti, peur de l'image qu'il pouvait renvoyer. Et puis, vous voyez, je me retrouve avec vous. Donc, je n'avais pas un don, je n'étais pas prédestiné à la base de pouvoir soit enseigner auprès de mes élèves en intervention à l'oral, soit d'accompagner les gens pour leur permettre d'optimiser leur prise de parole dans différentes circonstances. Donc, je ne crois pas au don. En revanche, il y a une certitude, c'est qu'on pense toujours que l'expression orale, elle n'est pas trop faite pour nous, même si on l'utilise au quotidien. C'est la circonstance, c'est l'idée qu'on a de paraître devant les autres, et c'est tout ce qu'on génère tout seul avant la prise de parole qui fait que on a l'impression que c'est pas fait trop pour nous. Et ça, en fait, c'est pas des prétextes, mais on a des bonnes raisons de le croire. Depuis, j'allais dire, notre enfance, quand on est à l'école maternelle, moi j'appelle ça le grand foutoir organisé. Si vous en avez un souvenir ou si vous avez des enfants qui sont encore à l'école maternelle, vous avez différents ateliers qui sont espacés dans l'ensemble de la classe et les enfants vont d'un endroit à un autre sans soucier de paraître. Alors vous avez des tempéraments, vous aurez des enfants qui seront plus expressifs que d'autres. D'autres, je ne parle pas de timidité parce que c'est pareil, on a mis beaucoup de choses derrière la timidité et ça m'embête un petit peu. Il y a des enfants qui vont moins exprimer des choses que d'autres. Ça, c'est une réalité pour des tas de raisons, notamment le contexte familial ou leur environnement propre selon qu'ils habitent dans une maison, dans un HLM, s'ils ont un jardin ou pas, s'ils ont des frères et sœurs, s'ils ont des animaux. Tout ça joue évidemment sur la formation et l'expression des gens, le comportement des gens. Donc, quand on est à la maternelle, vous avez des enfants qui vont à droite, à gauche, qui vont sur des ateliers qui durent grosso modo 15 à 20 minutes. J'allais dire bricolage, peinture, mais ça peut être aussi faire entrer des ronds dans des ronds. Enfin, bref, il y a un certain nombre d'ateliers qui existent. Les enfants vont à un niveau à un autre. Il y a forcément une surveillance. Le but de la maternelle, c'est de les sociabiliser à tout ce qui va les attendre après. Et le problème, en fait, arrive au CP. Puisque quand les enfants vont arriver au CP, et je vais faire vite, je vous rassure, je ne vais pas vous refaire toutes les classes. Quand les enfants arrivent au CP, grosso modo, le professeur ou la professeure des écoles va taper dans ses mains, une fois qu'ils seront rangés deux par deux devant l'entrée de la classe, va les faire entrer, elle tape dans ses mains, et fait les enfants, un peu de silence, s'il vous plaît. En fait, on vient de leur intimer de fermer leur gueule, ni plus ni moins, c'est-à-dire vous vous taisez, et le professeur qui a toutes les bonnes raisons de véhiculer le savoir va leur dire et pense que s'ils se taisent, il y aura forcément plus de facilité pour remplir leur petit cerveau et leur nourrir leur matière grise. Donc les enfants, logiquement, doivent se taire. Si vous avez un enfant qui se trouve à proximité d'une fenêtre, évidemment, sa concentration peut être ballottée par ce qui va se passer par la fenêtre. Et donc, évidemment, il va regarder sur le côté. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand c'est comme ça? Vous avez l'enseignant qui dit Benjamin, qu'est-ce que je viens de dire? Et l'élève prend tout de suite ça pour une sanction et n'ose pas parler. Donc, ça intervient dans son esprit comme si je parle, je cours quelque chose, je risque quelque chose. Après, le professeur, avec les classes qui montent, il va faire une vérification de savoir sur l'oralité. On va demander à un élève de réciter tel ou tel programme qu'on a appris en cours ou qu'on a optimisé chez soi. Et donc, on va dire, Julien, est-ce que tu peux me réciter la table de 3? Et l'élève va commencer la table de 3. Et d'un seul coup, le prof va dire, est-ce que tu peux te lever? Là, l'élève n'est pas du tout en sécurité. Parfois, on va même le mettre au bout de la rangée. Là, il est à découvert. Et puis, le plus souvent maintenant, on fait intervenir l'élève face à la classe. Et là, l'idée qu'il a par rapport aux autres est forcément quelque chose de très stressant. Et puis, l'élève, il va réciter sa table de 3. Je vous le fais exprès d'une manière un peu en tirant sur la ficelle. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Le prof, il va vérifier. Maître, pardon. Oui, Il y a il y a des des gens gens qui veulent en rentrer. salle d'attente, s'il te plaît. Alors, je vais chercher des gens qui sont dans la salle d'attente. Vous m'excuserez. J'essaie de trouver où c'est, les J'ai participants. interrompu le professeur, pardon. Des participants. C'est Caroline qui va nous rejoindre. Comment tu l'as vu puisque tu m'as dit que tu ne savais pas comment on pouvait faire? Elle m'a envoyé un mail. D'accord. Caroline. Elle est bien, Caroline. Voilà, Caroline nous a rejoint. Merci, Caroline. Donc, je vous fais court pour vous dire que
grosso modo, quand on va prendre la parole quand on est enfant, soit on n'ose pas le faire parce qu'on pense qu'il y a une sanction et on va être mis à mal. Deuxièmement, on vous donne la possibilité de prendre la parole, mais on est mis à mal devant les autres et on n'est pas très sûr de soi. Qui plus est, le professeur ne va pas valider la manière dont vous allez exprimer votre savoir, il va vérifier votre savoir. Quand je parlais de la table de multiplication 3 par de 3, 3 fois 2, 3 fois 6, si vous la faites comme ça existe encore beaucoup, 3 fois 2, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Ben, le prof, si vous avez tout fait bon, il dit c'est bien. Sauf que la manière dont vous avez exprimé les choses, c'est pas bien. C'est juste réciter. Et je ne vous parle même pas des récitations ou des textes qu'on fait réciter aux enfants qui sont sans véritables intonations, mais l'enseignant, très souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça s'est amélioré, mais vous avez encore ce cas qui arrive encore très régulièrement, c'est qu'il va vérifier le savoir. Donc, en fait, si tu sais ta leçon, c'est bien. Mais la manière dont tu l'as exprimée, ce n'est pas trop important au départ. Et puis, vous allez avoir ça au fur et à mesure, au collège, au lycée. Vous allez l'avoir également en enseignement supérieur, où là, c'est plus compliqué encore parce que vous étiez dans l'amphi, vous étiez peut-être au dernier rang, et puis à un moment donné, le professeur, qui n'a rien contre vous, mais qui va vous appeler par votre nom. D'ailleurs, il ne va pas vous appeler Michel, il va dire Monsieur Murlin, comme on fait quand on. Donc, il n'y a pas de psycho-affectif là-dedans. Monsieur Murlin, bizarrement d'ailleurs, on est le seul à ne pas entendre son nom. Hein. Tout le monde dans l'amphi a entendu, mais nous, on ne l'a pas entendu. Est-ce que vous pourriez me faire la synthèse de la présentation de mes logarithmes au prochain cours? Ça veut dire qu'il faut la faire. Donc, la prochaine fois, je vais bosser le fond. Et puis, je vais me retrouver en bas de l'amphi, à côté de la chaire, à un endroit que je connais parce que j'y passe de temps en temps, mais où je ne suis jamais ou très peu arrêté. Et là, d'un seul coup, bien évidemment, l'image qui a face à moi, elle est obligatoirement stressante. Ça ne peut pas être autrement. Mis à part deux ou trois cas, la représentation, ce que je vais faire, va être compliqué. Est-ce que j'ai réfléchi par quoi j'allais commencer? Est-ce que je vais utiliser un support ou pas? Auquel cas, je vais l'installer au moment où tout le monde est déjà dans l'amphi. Et si ça ne fonctionne pas, je vais leur tourner le dos, je vais connecter, je vais mettre une clé USB qui va peut-être pas marcher. Moi, j'ai monté en Mac et le truc, il est en Windows. Donc, stress généré, c'est-à-dire qu'avant même que je ne commence, les gens voient mon dos et il va falloir que je fasse une deuxième démarche pour capter l'attention pour pouvoir démarrer. Donc, on voit bien que dans ce qui nous amène jusqu'au parcours professionnel, puisque après, dans notre parcours professionnel, on est sous un mode réunion, animation, conférence, intervention collective. Ça peut être de la vente, convaincre, manager, emmener les gens grâce à une vision fédérée. Donc, depuis qu'on est tout petit jusqu'à notre fin de cursus et entrée dans la vie active, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment eu d'accompagnement sur ce qu'on pourrait faire et puis ce qu'on pourrait éviter de faire à l'oral. Donc, tout ça pour justifier quelque part le fait qu'on n'ait pas très envie de parler à l'oral et qu'on pense que c'est compliqué, que ce n'est pas fait pour nous. C'est parce qu'on n'a pas eu un entraînement et qu'au fur et à mesure, eh bien, on a surtout retenu ce qu'on pense être des échecs et l'expression orale n'est pas vécue comme un véritable plaisir. Ça devrait l'être, puisqu'on parle tous les jours, on met de l'intonation quand on dit comment vas-tu? Ça va? Ouais, ok. On a toute l'intonation, on a la respiration. Et quand on s'exprime devant un public, quel qu'il soit, bah, on commence à avoir des suées, on commence à être un petit peu gêné aux entournures et surtout, on a peur d'être jugé. D'abord, il peut y avoir une interprétation de l'Assemblée par rapport à des mots qu'on a utilisés ou une apparence qu'on leur envoie. Et le pire, évidemment, c'est le jugement qui peut tomber. Et en principe, les gens qui jugent ne se gênent pas pour le dire. Un peu plus encore sur les réseaux sociaux, puisque là, on a cette distanciation qui nous permet d'être fort et franc quand on est par les réseaux sociaux interposés. Donc, si je résume, depuis tout petit, maternelle, élémentaire, collège, lycée, enseignement supérieur, on est passé de l'autorisation de parler à la confirmation du savoir, et puis ensuite, c'était la restitution sous forme de synthèse d'expérience pour enfin, en un temps limité, voire record, se vendre lorsqu'on rentre dans la vie professionnelle. Et ça, on va le retrouver aussi bien sûr dans la vie professionnelle, c'est là que ça nous gêne, mais ça peut nous gêner dans notre vie relationnelle, amoureuse, et on peut le retrouver également dans notre domaine, notre champ qui nous est propre en termes d'association, si on est au sein d'une association, si on a des loisirs et tout ça. Pour qu'au final, on se rende compte véritablement, quelle que soit en fait la situation,
le milieu dont on vient, le secteur d'activité qui est le nôtre, le rôle que l'on a ou que l'on voudrait avoir dans la société, c'est que de toute façon, on va s'affirmer grâce à la parole, qu'on le veuille ou non. Donc, qu'on freine des cas de fer, qu'on se dise c'est pas fait pour moi, c'est la parole qui va nous permettre d'avancer, de nous sentir mieux, un effet de bien-être, et qui peut être aussi un exutoire par rapport à certains. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement d'utiliser des techniques que on va pouvoir échanger dessus, des techniques qui sont liées à ce qu'on appelle la rhétorique ou l'éloquence, mais c'est aussi euh, votre façon de paraître, de bouger, de se déplacer, donc, de se comporter, de s'appuyer ou pas sur tel ou tel support. Le plus courant, c'est PowerPoint, mais il y a aussi les présis, certains les utilisent, c'est déjà un peu mieux que le classique base de PowerPoint. Et quand je dis s'appuyer ou pas, la quasi-majorité des orateurs, que ce soit en conduite de réunion, en conférence ou j'allais dire, en soutenance pour les étudiants, s'appuient sur un support parce qu'on n'imagine pas ne pas pouvoir intervenir sans ça, ça nous rassure. Sauf que ça peut avoir un effet un peu délétère à un certain moment. Donc, il faut s'appuyer sur peut-être des supports, mais il va falloir en tout cas pouvoir les maîtriser et bien les connaître. Et puis, il va falloir éviter certains écueils. Et ça, je vais vraiment insister dans un instant, c'est qu'on oublie le contexte. Vous avez le fond, vous le bossez, parce que vous êtes sûr que c'est là-dessus qu'on va vous juger. Donc, le message essentiel, la hiérarchisation, pas trop, parce que vous ne savez peut-être pas toujours qu'est-ce que je dis après ma première phrase, mon message essentiel, qu'est-ce que je dis en deuxième, en troisième, ceci et cela. Mais en principe, quand vous connaissez le fond, ça marche. Et vous connaissez le fond. La forme, vous vous en doutez, on vous rabâche les oreilles avec. La forme, c'est bien évidemment la manière dont vous allez vendre le fond, le message essentiel et comment vous arrivez à capter l'attention. Et la forme, elle repose inévitablement sur votre apparence, et je parle bien d'apparence, on pourra y revenir, parce que l'apparence, c'est aussi par rapport à une cible. On va rentrer plus dans le détail. Donc, votre apparence, le comportement, vous pouvez avoir une gestuelle, certains auront une gestuelle excessive, d'autres n'en auront pas du tout. Je pense qu'on peut trouver un compromis sans pour autant jouer le rôle d'un acteur. Si quelqu'un vous dit « Ah, il faudrait que vous parliez comme ça, vous mettiez la main sur le cœur », arrêtons les conneries. On ne doit exprimer que ce que l'on sent. On ne va pas partir dans un délire sous prétexte que vous auriez un spin doctor ou un coach qui dit « C'est là qu'il faut dire cette chose-là » et vous allez entraîner les gens. Donc, si vous ne le sentez pas, vous risquez l'échec et vous risquez en fait de vous perdre vous-même. Donc, on a bien l'apparence, le comportement, la manière d'eux. Et dans ce comportement, la forme, vous avez forcément l'intonation qui va intervenir. On appelle ça la prosodie, c'est-à-dire c'est comment je vais moduler. Cette modulation me permettra une articulation et cette articulation permettra une respiration. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on estime qu'on a un temps limité d'expression orale, parlons très vite. Bon, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, on va prendre des cours uniquement pour parler lentement? Non, ça ne sert à rien. En revanche, il y a peut-être des moments opportuns qui puissent nous permettre de ralentir le débit. Il y en a deux. C'est votre introduction et puis votre conclusion. Le reste, ça ne veut pas dire que vous devez le faire rapidement, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le reste, il y aura des paliers, des moments de respiration qui correspondront soit à des changements d'angle ou d'ithème, soit une réflexion que vous pourriez laisser supposer que vous ayez, alors qu'en fait, vous l'aviez préparée. Et on peut avoir des rythmes différents qui puissent permettre à l'Assemblée de nous suivre, de se sentir concerné et au final de dire j'ai passé un bon moment et en plus j'ai appris des choses. Et c'est ça le but en fait de l'art oratoire, c'est de permettre aux gens de passer un bon moment et si en plus ils repartent avec un peu de bagage derrière, évidemment c'est mieux. Mais cette phase d'introduction, vous la travaillez peu. Je vois énormément de gens qui, quand ils démarrent, alors il y a aussi autre chose. Vous pouvez apprendre par cœur les phrases de démarrage. Les meilleurs s'en sortent. On peut le faire, hein, mais il faut vraiment en avoir l'habitude et que ça paraisse le plus fluide possible. Mais très souvent, quand on arrive, on ne sait pas par quoi on va commencer. Est-ce qu'on va y associer quelque chose qui est en rapport avec l'actualité? Je vais vous donner un exemple qu'on a vécu hier avec un coaching que j'ai fait.
Et c'est se dire, la fin aussi, elle est importante. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous avez déjà balayé un certain nombre d'ouvrages sur l'art oratoire ou êtes allé sur YouTube pour voir comment on peut faire, évidemment que dans votre entame, vous allez marquer des points ou pas du tout. Alors, ne pas marquer de points dans son entame, ce n'est pas non plus catastrophique. Mais si vous en marquez, si vous réussissez à capter l'attention, c'est forcément beaucoup plus facile après de pouvoir développer un certain nombre d'éléments. Et puis dans la fin, est-ce qu'on prépare la fin? Est-ce qu'on se dit qu'il faut qu'on y remette un message essentiel ou qu'on finisse par une boutade et qu'on laisse une possibilité, si on veut un échange derrière, qui soit construit? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a souvent des personnes qui disent et à la fin, on fera les questions-réponses. OK. Ils font les questions-réponses et quand ils arrivent au terme des questions-réponses, et la conclusion, ça permet pas mal de choses. Alors, je vais dans un instant vous donner à nouveau la parole. Alors, on me dit que la connexion Internet est instable. Est-ce que vous me voyez à peu près tous, les petits pouces levés? Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez à peu près? Ouais, bon. Ça a coupé. Je suis désolé. C'est Aurélien, ça coupe chez toi? Ouais, ça a coupé là tout de suite. Ah, ben oui, mais t'es canet, hein, donc j'y peux rien, là, t'es très loin. Puis là-bas, je suis même pas sûr qu'il y ait du haut débit, quoi. Bon, je blague, bien sûr. Je vais vous montrer, si vous êtes d'accord, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer, peut-être pas les 3 vidéos, mais je vais vous en montrer au moins 2. La première vidéo, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui n'a aucune appréhension sur l'expression orale. C'est un avocat ou un ancien avocat. C'est un enseignant. Il donne des cours à HEC à Paris. Et depuis 3-4 ans, il présente le concours d'éloquence qui va permettre aux candidats de l'école Plus personne n'a plus rien, c'est ça? Ah bon? Ah, voilà. Tu es revenu. Enfin, en tout cas, pour Je moi, suis tu es revenu. revenu? Bon. Tu Ouais. vois que c'est pas quand. C'est Bon. pas que quand. C'est pas. Vas-y, défends ton bout de gratte. Je vous disais que c'est Bertrand Perrier que vous allez voir, donc ancien avocat, qui est un peu connu des médias, des réseaux sociaux, notamment parce qu'il avait collaboré à un film qui s'appelait À voix haute et qu'il a fait paraître un livre intéressant qui s'appelle La parole et le sport de combat. Et donc, ce type-là n'a pas de problème oratoire ni quoi que ce soit. Je vous l'envoie, ça dure 2 minutes 40. Ensuite, je vous demanderai, pour celles et ceux qui le souhaitent, de commenter ce que vous avez vu, ce qui vous paraît bien, ou peut-être quelque chose que vous n'avez, un truc qui vous a choqué, vous n'avez pas compris. Donc, je vais faire mon petit partage d'écran. Je vais vous envoyer la vidéo. Aurélie criera si effectivement elle entend que la vidéo ne fonctionne pas. Mais en principe, ça doit pouvoir fonctionner. Attention, le son de démarrage, il y a un petit générique qui est un peu fort, mais après, le son baisse. Ça fait en tout 2 minutes 40. C'est parti. Logiquement, c'est parti. On a 6 candidats. On a 6 candidats qui sont un peu des rescapés. Vous les connaissez, il paraît qu'ils ont fait une campagne absolument invraisemblable sur Facebook où ils ont changé leur photo de profil, où ils ont appelé toutes leurs assos à les soutenir. Et je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette, je crois, 9e ou 10e édition du concours d'éloquence d'HEC. Et je vous donne la thématique générale qui a été proposée aux candidats de ce soir. Vous savez qu'on est en pleine période de campagne pour les élections européennes et donc on leur a proposé de choisir de commenter soit une devise de l'un des 27 États de l'Union européenne, soit un extrait d'un hymne d'un des 27 États européens. Et sur 27 États de l'Union européenne, croyez-le si vous le voulez, 3 ont choisi le Luxembourg, ce qui manifeste un goût d'une fiscalité apaisée que je ne peux que partager. Alors, évidemment, vous aurez, vous, public, votre rôle à jouer dans cette finale, puisque avant le passage de chacun des candidats, je demanderai à l'un d'entre vous ou à 2 d'entre vous de me donner chacun un mot que vous devrez, que les candidats devront donc inclure dans
leur discours. Donc, préparez vos rhododendrons, hippocampes, synecdoques, enfin, et tous les mots les plus invraisemblables. Et donc, je vous solliciterai entre chacun des candidats pour que vous donniez un mot à inclure dans le discours. Et ensuite, nous écouterons les candidats et le jury leur posera les questions les plus incongrues qui leur seront passées par la tête pendant leur prestation. Le jury, le voilà. Magnifique jury. Le jury qui valait 3 milliards, vraiment. Jury pléthorique. Je crois qu'on est 9 ou 10. Et c'est ça qui est beau. Et jury très divers, mais très qualitatif, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, je vais revenir sur le partage d'écran de façon à vous retrouver toutes et tous. Ah, je dois cliquer là, certainement. Comment fais-je? Je vais là. Est-ce que vous me voyez toujours? On te voit, mais en tout petit. On a encore ton partage d'écran avec Thierry Bismuth. Alors, il faut que je l'enlève. Vous voyez, techniquement, c'est aussi important. Arrêter le partage d'écran, c'est marqué là, arrêter le partage d'écran. Donc, là, vous me retrouvez. Vous pouvez ouvrir vos micros et vous me dites ce que vous pensez de l'intervention de notre ami Bertrand Perrier. Très honnêtement, on n'est pas là du tout pour juger, mais il y a peut-être des choses qui vous interpellent, vous trouvez géniales, et puis d'autres peut-être qui vous laissent un soupçon de question. Allez-y. Alors, je veux bien commencer. Vous m'entendez? Oui, oui, Béatrice, c'est bon. Alors, tu demandes qu'est-ce qu'on pense. Moi, en général, je ne me demande pas qu'est-ce que je pense d'une intervention. Je ne suis pas professionnelle comme toi, donc je n'ai pas forcément cette appréhension. Qu'est-ce que je pense? Là, évidemment, c'était un peu différent puisque tu me l'avais demandé. Et la chose qui m'a frappée le plus, c'était sa manière de se faire comme ça, là, et qui m'a un petit peu omnubilée. Voilà, c'est ce qui m'a frappé le plus dans son intervention. Ça t'a amené quel sentiment? Est-ce que ça t'a amené une réaction? Le fait de voir ça t'a amené… Pas très agréable et l'impression qu'il n'était pas très à l'aise. Il a même, en complément, il a un mouvement de balancement, si on regarde bien. Il a un moment de va-et-vient en même temps qu'il frotte ses mains, qu'il les ouvre et ensuite il repart sur un mouvement de balancement pour saccader en plus, pour rythmer sa prise de parole, ce qui donne même une impression un peu de nauséeux si on reste focalisé en fait sur son attitude. Et puis il a une espèce de rythme si on compare un peu à la musique ternaire sur 3. En fait, il capte l'auditoire, donc vous. Il revient en fait vers nous ensemble et puis après sur une troisième personne où il refait un état de situation. Il utilise très régulièrement les anecdotes, le retour à l'actualité. Il interpelle aussi son auditoire puisque ce sont des juristes, des avocats. Donc il prend très rapidement en fait, il pose très rapidement l'univers et le décor au niveau du champ lexical. Et puis ce que j'ai noté aussi, c'est c'est vraiment cette dynamique de vouloir prendre position et puis d'agir un peu en sauveur, en espèce de messie avec ces gestes comme ça, j'ouvre, je rassemble, je m'adresse à vous, etc. Voilà. C'est très fourni, c'est très… Merci beaucoup, Esther. Autre remarque, si ce n'est pas les mêmes, hein, si vous avez d'autres remarques à faire, n'hésitez pas. Ce qui est étonnant, c'est que c'est paradoxal parce qu'en fait, il parle bien fort, il articule très bien, il regarde bien son public, il est en interaction avec lui, mais en effet, on le sent stressé par ses mains, comme s'il avait un TOC ou il a besoin absolument de bouger ses mains. Voilà, et en fait, ça prend presque le dessus sur son discours, quoi. Donc, on est bien. Vous pouvez continuer à interagir hein, si vous le souhaitez. Moi, je l'ai trouvé stressant.
Oui. Moi, ça m'a stressé de l'écouter, ce monsieur. Vraiment. Ça, c'était presque, bon, à quelle sauce je vais vous manger là, avec sa gestuelle. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Voilà. Non, mais On vous voyez, décroche, quoi. majoritairement, c'est ce qui se dégage quand même de vos commentaires. Et on est bien sur la vision qu'on a de l'individu avant même ce qu'il a dit. Parce que je vais attirer votre attention sur 2-3 petites choses qu'il a dites et qu'il n'aurait soit pas dû dire, soit elles ne se rapportaient qu'à sa personnalité et pas aux autres. Donc c'est pour dire qu'on est quand même, pas omnubilé, mais pas loin, par la présence de quelqu'un dans un contexte particulier et la manière de se comporter qui ne correspondrait pas à exactement ce que l'on souhaiterait fait que on a en premier temps, on a cette interprétation, voire ce jugement. C'est normal, hein, tout ce que vous dites. C'est totalement vrai et normal. S'il y a une dernière remarque, je la veux bien, puis après, je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui, moi, m'ont gêné. Moi, il y a une petite chose qui m'a surprise, c'est l'imprécision à deux moments. Quand il a dit oui aux 9e ou 10e édition du concours d'éloquence, et une deuxième fois où il a dit les jurys, oui, 9 ou 10. Donc ça, l'imprécision m'a donné un peu un sentiment de désaccord. J'ai pas trop compris l'intérêt de la chose. Est-ce que c'est pour mettre un peu d'humour ou de je sais pas. Et puis l'autre chose qui m'a un petit peu marqué, c'est quand il a fait son trait d'humour sur la fiscalité luxembourgeoise, où il a dit que c'était pas pour lui déplaire. On n'en a rien à faire. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le lieu à ce moment-là de donner son point de vue sur quelque chose comme ça. Donc c'est le côté, voilà, c'est deux petites choses aussi, en plus bien sûr de la gestuelle, mais voilà, deux choses qui m'ont un peu étonnée. C'est génial, Estelle, ce que vous venez de dire, parce que ça complète exactement là où effectivement il est approximatif et que ça va amener une interprétation. Alors, on va revenir dès le départ. J'aurais tendance, je le connais un petit peu, ce Bertrand, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'est pas stressé. Il n'est pas spécialement stressé. C'est sa manière de démarrer, sauf qu'elle dure, et donc on ne voit que ça. Donc, vous avez parfois des gestes, des gestuels, des manies qui font qu'on va démarrer de telle ou telle manière. Ça, il est content d'être là. Il est très content d'être là et il le manifeste comme si, oh là, je suis vraiment content. Voilà, l'aubaine que j'ai d'être avec vous. Il n'est pas spécialement stressé véritablement. Cela dit, faut pas non plus ignorer que n'importe quelle intervention face à un public peut quand même générer une petite appréhension, de toute façon. Mais il n'est pas spécialement stressé. Là où je trouve, dès le démarrage, que ça ne va pas, c'est pour deux raisons. La première, on parle d'un concours d'éloquence et on met un pupitre avec un micro. Moi, ça me bloque. Personnellement, ça me bloque. Pourquoi aller se mettre derrière un pupitre pour un concours d'éloquence? Bon, c'est la première raison. Après, on pourra toujours prétexter, ah oui, mais si on met un micro sur tête, les gens vont nous prendre pour des Américains, on fait le show, ou on n'en aura pas suffisamment pour 6 candidats. Ça, c'est des prétextes. Mais si on veut optimiser, qui plus est dans une grande école comme HEC, en principe, on doit pouvoir le faire. Donc, le pupitre, il est obligé d'aller derrière. Et je ne vous ai pas mis les autres candidats, mais ils vont tous aller derrière. Donc, on est dans une zone réservée. Si on ne peut pas faire autrement, parce que parfois, on ne peut pas faire autrement, on y va. Seulement, le nombre de vues de ces concours d'éloquence se compte par dizaines, voire centaines de milliers sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Bertrand Perrier ne peut pas ignorer que ce qu'il est en train de faire sera surtout vu par les internautes. La majorité des gens qui vont voir ce concours d'éloquence sont des gens qui seront chez eux en direct ou en replay. L'avez-vous vu regarder à un moment donné en direction des deux caméras? Jamais. Il n'y a même pas pensé ni songé. Il n'a fait aucun accueil de la majorité des gens qui étaient présents. Vous pouvez penser que c'est un détail, mais si vous ne le faites pas au démarrage et de temps en temps, les personnes qui regardent se sentiront forcément moins concernées et auront tendance plus facilement à interpréter, voire à juger, puisqu'on ne leur accorde pas cette importance. Et ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, il sait que se retransmet sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est vu, je vous l'ai dit, à plusieurs dizaines de milliers de fois, si ce n'est pas centaines. Donc, on ne peut pas se permettre d'évacuer une partie de la cible, c'est notre cible, et de se dire qu'elle n'existe pas. C'est une erreur fondamentale. Deuxièmement, on va le voir,
là où il est placé, à un moment donné, on a un plan de caméra, on voit des gens, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui sont le long de lui, devant la porte d'entrée, assis par terre, ceci et cela. Cela, c'est pareil, bah, crève. Aucun regard pour eux, comme s'ils n'existaient pas. C'est du personnel. C'est pas vrai. L'amphi est tellement bourré, bondé, que bah, on a trouvé des places où on pouvait se mettre et qu'il est resté dans une vision classique du W, c'est-à-dire je regarde là en face, je regarde un peu à droite, je regarde un peu à gauche, parce qu'il a fait. Il est professionnel, il sait faire ça, mais il a oublié au démarrage de se dire à qui dois-je m'adresser globalement. Donc c'est une petite erreur. Je passe. Oui, Estelle, bien sûr, 9e ou 10e édition, c'est pas un détail. 10e édition, c'est un anniversaire. En plus. Et donc, c'est carrément à mettre dès l'entame de son intervention. Je suis vraiment très heureux pour cette 10e édition. J'ai eu la chance d'en faire 3-4 avec vous. Mais là, ça veut dire que notre concours, il a du sens. Voilà. Et il vend sa 10e édition. Ce n'est pas 9e ou 10e. Et c'est pareil pour le nombre de jurys. Bah, il y en a 9 ou 10. Ah bah d'accord, le mec est le 10e, ça veut dire moins important que les autres. C'est impossible. On ne peut pas être approximatif sur un concours de ce style ou sur une prestation orale devant un nombre de personnes important, qui plus est, mis sur les réseaux sociaux. Alors, je reviens sur Luxembourg. La thématique qui a été retenue, c'était l'année dernière, elle est bien vue parce qu'elle est en rapport avec l'actualité. Les élections européennes, on prend le Luxembourg, les élèves travaillent beaucoup dessus, donc évidemment, c'est une très bonne idée. Il part sur la thématique du Luxembourg et il en joue en parlant de la fiscalité qui est donc au Luxembourg, qui est le goût d'une fiscalité apaisée. Il le dit parce que ça fait partie en fait d'un retour d'un certain nombre de candidats qui l'ont mis dans leur programme d'intervention orale. Donc il le dit parce qu'il trouve ça marrant, il a le droit, il le dit. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les gens rigolent. Ben oui, parce qu'à HEC, on rigole de certains trucs, on peut être stressé par les programmes. Et donc, la manière dont il amène, vous avez remarqué, une intonation un peu différente. Et comme c'est un professionnel, à la fin qu'il ait dit le goût d'une fiscalité apaisée, il marque un petit temps pour voir comment ça réagit, les gens rigolent. Donc il se dit, je vais m'associer au rire. Et il dit que je ne peux que partager. Et il le fait avec un espèce de... Bien sûr qu'on n'en a rien à foutre de savoir ce qu'il en pense. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'attraper les gens. Et aussi de leur faire partager une certaine forme d'humour. En mettant ce tout petit temps d'attente à la fin et en voyant que les gens réagissent, j'y vais ou j'y vais pas, il est en capacité parce qu'il est fort de pouvoir le faire, il rajoute cette petite phrase, les rires s'amplifient, il fait une respiration et ensuite il passe à autre chose. Il dit à un moment, parce que je vous rappelle que la cible est essentiellement composée d'étudiants, donc on va dire que la moyenne d'âge, elle tourne autour de, entre 25 et 30 ans. Sur les internautes, ça peut être un peu différent, mais ça ne sera pas beaucoup plus âgé. Et à un moment donné, il nous parle du jury, l'approximation 9 ou 10, et dit un jury qui valait 3 milliards. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Ben, c'est parce que mon Bertrand Perrier, et je vois certains qui hochent de la tête, ils se rappellent de la série L'homme qui valait 3 milliards, les bioniques, les super-héros. Et il a ça en référence dans sa tête. Parce qu'il n'a pas dit un jury qui vaut 3 milliards. Et à ce moment-là, je me serais dit, je ne comprends pas. C'est bien l'homme qui valait 3 milliards. Donc, le titre de la série. Donc, il dit un jury qui valait 3 milliards. Ils sont combien à avoir compris dans l'assistance? C'est-à-dire que la blagounette qu'il fait, elle est en référence à ce qu'il connaît et ce qu'il estime rigolo. Et il le fait de cette manière-là. Idem, l'idée de mettre des mots, vous savez, qui vont ponctuer l'intervention des candidats, 3 mots qui vont être tirés au hasard, ça permet de faire aussi participer l'Assemblée. L'idée de dire rhododendron, mais ça vient à qui dans l'esprit de dire le mot rhododendron? Tout simplement parce que c'est une chanson un peu populaire de Sim, j'aime pas les rhododendrons. Et le mot est devenu populaire grâce à une chanson. Alors certains parmi vous ne le savent pas, mais n'empêche que je pense que lui, qui est à peu près mon âge, utilise un mot qui est un peu décalé. Alors bien sûr, il peut parler d'hippocampe, ça me va bien, ou cinédoc, mais il pouvait aussi parler de mots totalement sortis de leur contexte, comme réseau social, comme on n'est pas obligé d'avoir des mots compliqués pour pouvoir les intégrer. On peut avoir des mots décalés qui soient en rapport avec l'actualité. Là, le mot rhododendron, je pense que c'était aussi quelque chose qui lui parlait à lui. Je ne suis pas sûr qu'il parlait à la majorité des gens qui étaient là, s'ils savaient ce que c'était le rhododendron. Enfin, il dit à un moment donné, en parlant du jury, il y a des questions les plus incongrues qui leur sont passées par la tête. C'est un peu péjoratif. Une idée qui passe par la tête, ça ne montre pas une qualité d'expertise.
oh ben, il y a un truc qui m'a traversé la tête. Donc là, la phrase, elle ne voulait pas les mettre à mal, mais la manière dont il l'a prononcée peut avoir une interprétation pour des gens qui seraient malveillants d'un jury qui ne serait ni pléthorique, ni qualitatif, ce qu'il se permet de dire à la fin, et il a bien raison. Il a bien raison d'utiliser des verbes et un langage qui correspond à l'Assemblée et qui correspond au concours en quelque sorte. Donc vous voyez, on est sur 2 minutes 40. Bertrand Perrier, c'est un très bon orateur, c'est un très bon professeur. A-t-il eu le temps véritablement de préparer son intervention? Ben, je pense qu'il est là le bémol. C'est qu'il savait grosso modo les idées. Je ne lui demandais pas je ne lui demande rien d'ailleurs, d'apprendre par cœur, mais je pense que l'entrée en matière, il a oublié le fait de s'adresser à tout le monde. Et moi, déjà, pour ça me pose un petit peu de problème. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que là, on a quelqu'un pour qui l'art oratoire n'est pas un souci, mais ça peut nous arriver à toutes et à tous d'oublier le contexte, l'endroit dans lequel je vais intervenir et la cible, les gens vers qui est destiné mon message. Et en fonction de cette assemblée, c'est vrai qu'il faut que je puisse changer éventuellement soit mon apparence, éventuellement, hein, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut jouer aussi. Peut-être ma façon de parler, mon dialecte, mes enchaînements, mon humour ou pas, et puis aussi les mots que je vais pouvoir, ou les messages que je pense pouvoir faire passer qui ne correspondraient pas à la cible en question. Et ça, j'en ai quelques-uns d'exemples dans la tête que je n'ai pas le droit de dire en intervenant notamment avec un public politique. Je l'ai dit? Non, un public politique. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Je voudrais montrer une deuxième vidéo. Je pense qu'on ne mettra pas la troisième. Parce que là, vous allez voir, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui intervient sur les réseaux sociaux. Et il faut penser à ça. Parce que de plus en plus, les expressions orales elles vont se faire sous forme de pitch. Je ne sais pas si vous connaissez le Péchakucha. On pourra en parler si vous voulez. Sous forme de conférence, de visioconférence, de storytelling. Et là, on part dans parfois des trucs, des délires totaux. Donc, il y a plein de formes différentes d'expressions orales qui doivent être adaptées à notre personnalité au départ. On peut tout faire. On peut. On se sentira plus à l'aise dans certains registres que d'autres, mais il faut connaître un peu les raisons de l'utilisation de cet outil. Hein, si je fais du Péchakucha, je vous le dirai tout à l'heure si ça vous intéresse, ça correspond à un truc hyper pro et timé. Donc, on n'a pas intérêt à se planter, comme le pitch, ni plus ni moins. On a très peu de temps pour à la fois se vaincre, se vendre et convaincre les gens sur le message ou le produit qu'on a à mettre en avant. Alors, je vais vous proposer une deuxième vidéo. C'est notre ami, enfin, je dis notre ami, c'est Thierry Bismuth. Thierry Bismuth, c'est un chef d'entreprise, c'est un créateur d'un réseau de recrutement qui s'appelle Odyssée. Il est conseil en ressources humaines auprès des dirigeants de PME et d'entrepreneurs. Il a conseillé aussi parfois quelques politiques. Et là, il intervient pratiquement au début du confinement parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il représente la partie économique des entreprises qui sont à l'arrêt. Et ce n'est pas qu'il nie l'importance de l'action des professionnels de santé. Bien évidemment, non. Mais il a tendance à dire, il y a les gens quand même, si on parle d'économie en ce moment, ils vont nous dire on est des salauds, on pense qu'à nous, faire marcher les entreprises, ceci et cela. Et quelque part, il dit il faut aussi qu'on puisse entendre le message, la voix d'un chef d'entreprise qui dit bien évidemment, la priorité, c'est la santé, mais bien évidemment, à un moment donné, il faudra trouver des solutions pour réactiver nos entreprises, notamment les PME. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qui dure 1 minute 50. Il s'adresse aux internautes, lui. Ah, il le sait. Là, c'est pareil. C'est à la fois la manière dont il va faire les choses et ce qu'il va dire qui peut-être vont vous sublimer ou vont vous choquer selon votre partie. Donc, je vous le partage tout de suite. Il est déjà à l'écran et j'envoie la vidéo de Thierry Bismuth. Salut à tous, un petit coup de gueule hyper. Je vous le remets au début pour qu'on entende tout. Salut à tous, un petit coup de gueule hyper amical pour tous ceux qui, à chaque fois qu'on évoque les aspects économiques de la crise que l'on vit, nous ramènent au misérabilisme, à la crise sanitaire. Merci pour vos conseils. Je crois que ceux qui parlent d'économie en ce moment ne sont pas moins des parents, pas moins des enfants, pas moins des frères et sœurs que vous. Et donc, a priori, même peur, les mêmes appréhensions sanitaires. Ceci étant dit, il ne faut quand même pas oublier que, si je ne me trompe pas, mais les historiens me corrigeront, la Grande Dépression, elle n'est pas totalement pour rien dans la Première Guerre mondiale.
Et la crise économique de 29 qui s'est abattue ensuite sur l'Allemagne, elle n'est pas totalement pour rien sur la montée du populisme et sur la Deuxième Guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas, messieurs, que lorsqu'il y a une crise économique de grande ampleur, le meilleur moyen que l'humanité a trouvé pour arriver, c'est une guerre. Et je crois que la guerre, ça fait aussi pas mal de morts. Alors, s'il vous plaît, ne nous jugez pas, nous qui, pauvres entrepreneurs, pauvres patrons d'entreprise, essayons d'imaginer le coup d'après pour que nos entreprises ne meurent pas. Ne nous jugez pas trop vite, s'il vous plaît, parce que n'oubliez pas qu'une crise économique, ça fait aussi beaucoup de morts. Deuxième remarque, s'il vous plaît. J'ai entendu, et c'est super, le Premier ministre qui dit « quand la maison brûle, on ne compte pas les seaux d'eau ». Et il a raison de dire que l'État a investi énormément, des centaines de milliards d'euros pour sauver les entreprises. J'ai entendu Macron qui dit « il faut que la vie économique de notre pays ne s'effondre pas ». Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il ne faut pas rêver. Tout ce que l'État met pour sauver les emplois, pour sauver les entreprises, excusez-moi de le dire, mais pour payer les chômages partiels de ceux qui parfois nous jugent, tout cet argent-là, il faudra le payer. Et c'est beaucoup les entreprises qui, parce qu'elles auront survécu, pourront le payer. Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui nous jugent de haut du chômage partiel, qui sont chez eux payés à 90% et qui reprochent aux petits patrons d'essayer de se battre pour sauver leur boîte, je vous dis salut. Et je vous dis, n'oubliez pas que votre chômage partiel, il est aussi payé à condition que les entreprises survivent. Merci de ne pas l'oublier. À bientôt. Voilà. Je pense que ça peut amener 2-3 commentaires, notamment j'inviterai celles et ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Et si vous ne le souhaitez pas, je sais que j'ai de très bonnes candidates et un bon candidat qui se sont déjà exprimés avec une très bonne analyse, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Je n'oserais pas dire jugement, mais parfois, on peut aller jusqu'à un jugement. Estelle, je sens que ça vous démange. La position ferme hein, qu'il a en tant que patron, sachant que cette vidéo peut être vue par des salariés, donc des collaborateurs de tout niveau, que ce soit de la hiérarchie au sein d'une entreprise, c'est vraiment son propre jugement de valeur et sa vue à lui, hein, qui est quand même très, comment dire, ça mène pas d'échange, ça mène pas de discours, c'est son positionnement, il faut le prendre acte et c'est tout. Ensuite, il est véhément, il est en colère, on le voit dans sa gestuelle, il est très fermé, il revient plusieurs fois dessus, avec son ton même à la fin, pardon, qui monte crescendo et qui n'essaye même pas d'apaiser le message qu'il a à faire passer. Et puis, il a des espèces d'expressions qui reviennent un peu comme des ritournelles, c'est-à-dire le « s'il vous plaît, excusez-moi ». Pareil, il construit son discours en disant première remarque, seconde remarque. Il va même, alors il a une espèce de mise en scène particulière, c'est-à-dire que derrière lui, il a un tableau de la Tour Eiffel, un peu marrant parce qu'on pourrait l'imaginer transposé face à un maire dans une collectivité avec le portrait du président de la République. Lui, il a la Tour Eiffel et un pot de fleurs, une espèce de fleurs en plus pas très, je dirais, luxuriante, pardon. Donc voilà, cette espèce de mise en scène, mais le polo ouvert, pas boutonné, pas la position du patron, donc on ne sait pas trop, c'est surtout pris à la va-vite suite à une émotion, il n'a pas posé du tout son message, en tous les cas, voilà, c'est mon jugement de valeur, pardon. Il n'a pas posé son discours, il aurait pu exprimer voilà, la position des patrons, mais là c'est vraiment quelque part aller au clash entre les patrons et puis l'ensemble des actifs, puisqu'il n'utilise même pas ce mot-là, c'est pas actif, c'est vraiment pour lui les patrons et ceux qui sont à la charge financière de ces patrons. Exactement. Économiquement. Exactement. Estelle dit oui de la tête, donc je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Estelle, est-ce que quelqu'un d'autre a un point de vue qui a quelque chose d'autre par rapport, parce que là, Estelle nous a bien balayé pas mal de choses, donc si vous voyez autre chose à dire. Alors, moi, éventuellement, c'est le cadrage qui m'a un petit peu focalisé mon attention. D'une part, la Tour Eiffel aussi. On se dit pourquoi il a choisi ça. Enfin, je pense que quand on est en vidéo, c'est important. Moi, je n'ai pas choisi un mon fond, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quand on veut faire une vidéo pour
pour être montré, c'est important. Et puis ce cadrage avec, on se demande ce que c'est que ces trucs en biais là, comment c'est cadré, tout ça. Non, c'est juste parce qu'il était sur son portable, on a mis du floutage pour agrandir les. Voilà, mais ça fait bizarre. Voilà. En plus, moi qui suis dans l'image, j'ai l'impression qu'il me regarde en plongée. Donc, il m'écrase en fait. Moi, je suis en cinéma et puis en télévision. Si on prend un plan, on filme quelqu'un en plongée, ça veut dire qu'on l'écrase et que lui, il est valorisé. Et c'est un peu cette impression-là. Et en plus, il va dire vous salariés qui êtes en chômage partiel. Enfin, ça va aussi avec son discours, quoi. Il nous écrase, quoi. Ok. Et tout? Bon, je vais vous faire un rapide retour. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est comment on démarre et comment on peut sentir les gens rien qu'au démarrage. Parce qu'au départ, on ne sait pas qui c'est, il poste et il démarre son propos avec une phrase simple, mais qui a déjà il n'y a pas de véritable champ de sa voix. Il dit, pour démarrer, un petit coup d'œil hyper amical. Pourquoi j'aurais envie d'être ami avec lui? Donc, on sent déjà que ce petit coup d'œil hyper amical, ça cache quelque chose. On ne peut pas démarrer un discours en disant un petit coup d'œil hyper amical. Pour tous ceux qui évoquent l'aspect économique, à chaque fois nous ramènent au misérabilisme, à la crise sanitaire, ceux qui parlent d'économie sont aussi des parents. Les chefs d'entreprise n'en sont pas moins des parents. Vous voyez, il utilise la vraie fausse négation en disant les chefs d'entreprise n'en sont pas moins des parents. Comme si, effectivement, on allait reprocher à des chefs d'entreprise de n'avoir qu'une seule casquette et qu'ils n'auraient pas de sentiment ou une fibre psycho-affective. Il essaye de jouer sur ce qu'il a préparé, parce que ça, il l'a préparé. Juste derrière, après qu'il ait dit ça, les gens qui pourraient penser que nous, chefs d'entreprise, on n'a pas de sentiment, il dit, ceci étant dit, il ne faut quand même pas oublier. Et là, il fait l'utilisation du langage populaire. Comme il dit au départ, un petit coup d'œil hyper amical, il dit là, ceci dit, il ne faut quand même pas oublier. On part dans une espèce d'ambiance où on voudrait amener les gens à nous suivre avec un langage qui soit approprié. Et il fait une très grave erreur. Il dit, en regardant les gens, ce qui s'approche à ce moment-là, il dit, les historiens me corrigeront. Donc, il vient de donner la possibilité aux historiens de le corriger. Et je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, ça va se déchaîner. Pourquoi ça va se déchaîner? Parce qu'il vient de faire une invitation involontaire, même si dès le départ, c'est indiqué que ce n'est pas sa spécialité, l'histoire, donc il pourrait se tromper. Or, en comparant, il y a forcément un amalgame d'événements qui sont liés soit à la crise, aux crises précédant les guerres et la montée du populisme, avec une petite couche morbide de mort. Il s'expose évidemment à un grand danger de rectification. Et les spécialistes, les historiens qui vont réagir vont dire « Ouh là là, vous allez très loin, la crise de 29, que je sache, il n'y a pas machin. Là, vous êtes en train de faire un amalgame avec la montée du nazisme, tout n'est pas lié. » Et finalement, son discours, qui a pour but de dire « Laissez-nous vivre et prenez en considération que l'économie, c'est important aussi », comme il donne la possibilité aux historiens d'y aller, puisque les historiens, dit-il, me corrigeront, les historiens se sont déchaînés. Et vous savez, souvent, quand on met quelque chose sur le réseau social, on a une idée de démarrage et vous avez des gens qui réagissent sur toute autre chose, sur un autre angle. Et là, ça a été la déferlante. Je ne sais pas combien il a eu de mails d'attaque, à tel point qu'à un moment donné, les gens ont commencé à dire « Ah oui, puis il est véhément, oh, puis il nous prend de haut », parce qu'on en revient à ce qu'il disait tout à l'heure quand il parle du chômage partiel. Il dit « Ne nous jugez pas, nous qui pauvres entrepreneurs, pauvres patrons d'entreprise ». Là, c'est une tentative de mobilisation sur la réalité de chef d'entreprise avec l'utilisation de mots sur le misérabilisme du pauvre patron. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment qu'un patron a une vie qui n'est pas facile et comme les autres ne peuvent pas toujours l'appréhender, il se sent obligé de dire « Nous, pauvres entrepreneurs, pauvres patrons d'entreprise ». Évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont réagir par rapport à ça, puisqu'à un autre moment, il va parler des personnes qui sont au chômage partiel. Estelle l'a bien remarqué, il dit « Deuxième remarque, s'il vous plaît ». Là, il est dans la construction de ce qu'il avait prévu de dire. Il savait qu'il avait un temps donné, qu'il ne devait pas être trop long. Il est à la deuxième remarque. En fait, il n'en a que deux. Il a une vraie fausse conclusion.
Donc, il dit, deuxième remarque, s'il vous plaît, comme si les gens allaient le couper, on ne va pas le couper. Donc, c'est l'idée aussi de laissez-moi le temps de développer un autre argument. Et il dit, parce qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Donc, c'est un message qui est destiné à qui? Et là, je dis qu'il y a un danger d'assimilation par rapport à la différence de public qui vont regarder. Il ne faut pas rêver. Moi, je dirais qu'il faut rêver. Mais là, il me dit, il ne faut pas rêver. Hein. Attention, on ramène à la réalité. Et il continue, excusez-moi de dire, en mode populaire. Et là où il le part encore en vrille, c'est quand, effectivement, il fait une comparaison par rapport à un domaine où il n'a pas allé pour payer le chômage partiel de ceux qui nous jugent. C'est très mal présenté. Il ne faut jamais opposer un secteur d'activité ou même un parti politique, là on le connaît, mais un secteur d'activité à un autre avec autant d'aplomb qu'il le fait, autant de détermination, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait évidemment des réactions. Parce que quand il dit c'est nous qui payons le chômage des personnes, qui dit payons pour les personnes qui sont au chômage partiel, ça laisserait supposer que des gens cherchent à être au chômage partiel. Non. Vous voyez, il y a une incohérence là-dessus qui ne va pas du tout. Et même à la fin, comme il monte dans la nervosité au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez remarqué, il s'approche, le sourcil droit monte plus haut, la gestuelle est encore plus saccadée, vous l'aviez remarqué. À la fin, quand il dit « je vous dis salut » ou « je vous salue », là encore, on voit son tempérament qui peut être interprété comme une fin de non-recevoir. C'est comme et puis merci de ne pas l'oublier. C'est presque comme si effectivement on était les responsables de la situation qu'il nous envoyait à la face. Donc, à la base, si on reprend son message, il a le droit. Le problème des réseaux sociaux ou l'avantage des réseaux sociaux, c'est, Estelle l'a très bien dit, c'est sa vue à lui. Bah oui, mais quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, on expose son point de vue. Mais la façon dont on va l'exposer, donc Aurélien a raison par rapport au cadrage, Béatrice aussi par rapport à l'image qui est renvoyée, la dynamique du mouvement, le ton qui monte. Moi, à la fin, je vais exagérer, j'avais l'impression que j'allais faire un petit copain. Et je me suis dit, ce type-là, je n'ai pas envie de le croiser dans la rue. Parce qu'on se dit, c'est une boule de nerfs, s'il nous chope et qu'on ne dit pas comme lui, on s'en prend une directe. J'exagère, bien évidemment. Autre petite chose qui n'a rien à voir et qu'on a parfois tendance à faire. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre et qui peut vous être utile. Il dit, il y a une intervention du Premier ministre qui est une très bonne chose. Il dit Premier ministre. Il ne dit pas son nom ni son prénom, mais il dit Premier ministre. Puis après, il dit Macron. Et là, on n'est pas sur un plié d'égalité. Et là, on peut avoir une interprétation en disant il aime bien Édouard Philippe, mais il est contre Macron. C'est-à-dire que parfois, quand vous faites, si vous êtes amené à faire des remerciements, puis que vous ne connaissez pas tous les prénoms et les noms des personnes que vous allez remercier, vous allez dire je remercie le président Sanchez. C'est plus le président Sanchez à la métropole. Hein. Je le fais exprès par nos amis. Le président Sanchez, je remercie Yvon Robert, je remercie Madame la sénatrice. Et là, on part en vrille. C'est soit tout le monde, prénom et nom, puis dans l'ordre, bien sûr, il y a un protocole. Mais si vous dites un prénom, un nom pour quelqu'un, on se dit tiens, il pourra aimer, ou alors il serait du bord d'eux, et ceci, interprétation, jugement, et ainsi de suite. Donc faites très attention parfois, et ça peut être pour des choses très simples, sur une remise de médaille. C'est-à-dire qu'on remet la médaille à Pascal Durand, et puis on remet la médaille à Madame Flack. Voilà, Madame Flack, Pascal Durand. Il y a bien du psycho-affectif dans l'utilisation du prénom, mais là encore, depuis qu'on est petit à l'école, on est conditionné par ça. Moi, j'ai une liste de vos noms sous les yeux, j'ai votre nom de famille et votre prénom après. Parce que c'est plus pratique administrativement parlant. Et combien de fois à l'école, on entend « Murlin Michel ». Et là, je ne me sens pas concerné, je ne sens pas qu'on veut me parler avec des sentiments. Que si on me dit Michel Murlin, ça me plaît plus. Et si on me dit Michel, bon là, je me dis, il y a peut-être un danger. Mais quelque part, je suis forcé, j'ai une oreille attentive. Donc, on voit bien qu'il y a un conditionnement à amener, soit dans le propos, soit dans la manière de paraître ou d'être. Comme il nous reste, je ne vais pas mettre la troisième vidéo, je voudrais répondre, on la mettra si vous le souhaitez. Je voudrais répondre à un maximum de vos questions, de vos interpellations, là où je puisse, j'espère vous être utile, et vous rappeler bien évidemment qu'un orateur, d'abord, ça se voit. Même si au final, le but de l'orateur, c'est de se faire entendre son message, et que ce message soit le plus audible et convaincant, et qui puisse être évidemment déclinable à tout moment, à la vie professionnelle, je vous l'ai dit, mais aussi la vie personnelle ou des loisirs. Donc, on est sur une image
sur une histoire de posture, sur une histoire de gestuelle et de gestion de l'apparence. Et là, je mets un bémol, et de ses sentiments ou de sa réaction. Parce que vouloir tout gérer, bah, c'est faire une prestation orale qui ne sera pas. Je parle de vos sentiments. Vouloir paraître insensible ou quoi que ce soit, c'est une erreur totale. Vous devez vous rapprocher le plus de votre personnalité. Et puis, il y a l'apport du silence, comme je suis en train de le faire, qui permet de temps en temps de récupérer l'attention. Mais on va dire quoi? Du coup? Alors, du coup, donc, d'accord, effectivement. Et on a tous ces petits mots, conjonctions, adverbes, parasites, qui ne sont pas gênants s'ils sont dits une ou deux fois de temps en temps, mais qui deviennent très pénibles quand c'est redondant, quand c'est récurrent. Et comme on n'arrive pas à faire ces temps de silence pour pouvoir redémarrer, on a des tics, et parfois c'est pire, des tocs, qui nous amènent à faire ça avec la gestuelle qui va avec. Le d'accord. Celui qui va dire d'accord, il va se tourner légèrement de côté, dire d'accord, comme si c'était un prof qui vérifiait que vous avez bien suivi ou quoi que ce soit. On le trouve beaucoup dans le mode enseignant. Ce sont des personnes qui ne sont pas tout à fait sûres d'elles-mêmes, ce qui ne veut pas dire que leur enseignement n'est pas de qualité. Mais c'est un mode de protection pour pouvoir avancer. Donc, j'avais envie de revenir là-dessus, sur les petits mots, les conjonctions qu'on peut utiliser. Et je vais demander, parce que je ne les ai pas vus beaucoup, je vais demander à Sonia. Sonia, est-ce que vous pensez qu'on puisse vous voir à l'écran? Moi, je ne vois pas pour l'instant, Sonia. Ah, Sonia étant dans un grand flip, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander? Bon, on a perdu Sonia. Je vais demander à Céline. Céline Dana. Bonjour Lénie. Bon, Céline, est-ce que vous êtes là? Oui, je vois votre nom, mais je ne vois plus votre tête. J'active. Bonjour Céline. Alors Céline, voilà, je vous demande une chose simple. Vous nous regardez, parce que là, je vous vois regarder autre part. Ben, oui, c'est le double écran. Vous nous regardez Céline et vous me dites bonjour. Bonjour. Béatrice, je retourne là pour vous voir. Béatrice, dites-moi bonjour. Bien, oui, je rêve un peu. Bonjour. Mon bon Aurélien, dis-moi bonjour. Bonjour Michel. Et Stéphanie? Bonjour. Bien. Parce que vous vous y attendez, vous vous y préparez. Combien de fois j'ai vu des introductions, des gens qui démarrent et qui disent bonjour. Ben, c'est pas bonjour. Dans bonjour, c'est qu'on va passer un bon jour. C'est une bonne journée. On est content, même si on est flippé de chez flippé, quand on va faire l'intervention orale, on dit bonjour. Et un bonjour, c'est obligatoirement sur deux intonations. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça peut être rapide, ça peut être accueillant, mais c'est surtout pas bonjour, alors merci. Voilà, le bonjour, il est déjà bouffé par la phrase de derrière. Les mots sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de joie d'accueillir les gens. Et si on ne martèle pas au départ, souriez, c'est vous qui allez accueillir les gens. Vous allez leur faire passer un bon moment. En disant ça, je vois Aurélie qui me sourit en même temps, parce que je dis souriez. Évidemment que vous allez vous sentir bien, puisque le reflet, ce sont des gens qui vont vous sourire, pour ceux qui vous regardent. Tout le monde ne vous regarde pas au départ, mais il y aura au moins ça. Et puis dans votre bonjour, ça sera un bonjour avec votre identité, avec votre envie, votre attention. Ça démarre par là, l'expression orale. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Si on veut l'enchaîner, puis on fait une pause, puis on redémarre. Mais il faut bien penser qu'il y a bien une phase d'accueil, comme il y aura une phase de conclusion. Je mets le haut là. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Vous avez la parole. J'ai une question sur le contenu d'un pitch. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un pitch de présentation, par exemple pour un entretien ou pour casser la glace? C'est mon rôle, hein. Donc le prenez pas mal. Aurélien est intervenu pendant 12 secondes, il a mis du coup dedans quand même, hein, pour pouvoir. C'est pour vous dire que ça fait partie de notre façon de nous exprimer. Qu'est-ce qu'on met dans un pitch? Alors, définition du pitch qui varie, hein, qui varie selon ceux qui vous font faire passer un pitch. Un pitch d'entretien d'embauche, un pitch que l'on peut retrouver sur les soutenances, un pitch pour
des sélections. Moi, j'en ai vu avec la logistique, le groupement logistique Normandie. C'est pour savoir quel projet on retiendra plus qu'un autre pour le financer. Donc, avec des business angels, avec des banques et tout ça. Donc, vous imaginez les différents types de pression. Donc, selon l'organisme qui va vous demander un pitch, on aura un timing. Bien prendre en considération ce timing. Quand vous avez des pitchs qui se succèdent, je vais y venir, Aurélien. Quand on a des pitchs qui se succèdent, vous allez souffrir de la petite gling qui va vous dire qu'il vous reste 30 secondes. Alors, si c'est une petite gling, ce n'est pas trop grave. Quand c'est un début de musique qui vous accompagne jusqu'à la fin, il n'y a rien de plus démobilisateur. Mais c'est de se dire que celui qui démarre au départ, qui ne le sait pas, va le découvrir, stress généré. Celui qui va le voir au fur et à mesure va être obnubilé par ça. C'est une erreur. Un pitch, si on dit que c'est un pitch qui fait 3 minutes, si ce pitch fait 2 minutes 50, c'est très bien. S'il fait 3 minutes 7 parce qu'on sait qu'il va se terminer, c'est très bien aussi. Qu'est-ce qu'on en a à faire de s'arrêter à la seconde près? Parce que si on le fait à la seconde près, ça veut dire que l'on va apprendre par cœur, et c'est la petite vidéo que je voulais vous montrer, mais on verra si on a le temps, apprendre par cœur ce que l'on a à dire. Et si on apprend par cœur, on perd de la spontanéité, on s'en va dans de l'articulation prononcée qui correspond exactement au timing que j'ai fait et à la vidéo. Et on perd de la crédibilité. Donc, déjà, premier élément, le pitch, ça peut être un inconvénient. Se renseigner à l'avance sur combien ai-je de temps. De dire, je serai dans les temps, ne vous en faites pas, je finirai peut-être même un petit peu plus tôt. Si vous dites ça, ça veut dire que vous pouvez vous accorder le temps de finir quelques secondes plus tard, mais vous devez avoir quelque chose qui vous permette de le voir. Vous avez le droit de mettre votre montre. Moi, je mets un timer, ou s'il y a une pendule, enfin, c'est à vous de décider comment être dans les clous. N'attendez pas uniquement que ça soit quelqu'un d'extérieur qui vous dise c'est bon. Et là, c'est une sanction terrible. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de terminer parce que vous êtes reparti sur un exemple que vous n'ayez pas prévu au départ, ce qui n'est pas bien. Et ça va forcément dévaloriser votre intervention orale. Donc, mettez de votre côté tous les aimants qui permettent de savoir combien ai-je de temps. Et si je n'ai pas visuellement quelque chose qui est intégré dans l'organisation avec une pendule, je vais le faire moi-même. Vous prenez votre ordinateur, vous le mettez en chrono, vous démarrez, vous cliquez dessus, vous avez un gros chrono devant vous. Vous savez où vous en êtes. Il y aura toujours un œil qui va aller se balader. Il faut s'aménager son temps de parole et non pas être à la merci de quelqu'un qui nous dise « Stop, on arrête ». Et là, forcément, on vit l'expression orale comme un stress énorme. Qu'est-ce qu'on dit dans un pitch? Le pitch, c'est une introduction qui va embrasser la conclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de développement possible. Et dans cette introduction, on aurait tout intérêt à utiliser quelque chose qui soit en rapport avec l'actualité, mais qui soit en rapport aussi avec la thématique qu'on veut développer. Exemple, je suis un entrepreneur qui fabrique des appareils à air conditionné et je veux dire, j'ai la chance d'intervenir après à une période de canicule où j'interviens une semaine après l'événement de Lubrizol. Je peux associer le début de mon propos par rapport à l'actualité et par rapport à mon secteur d'activité à moi. Bonjour, j'espère que je vais être votre petite bouffée d'oxygène de l'après-midi. Voilà. Ce petit mot-là peut amener un sourire, les gens peuvent dire oh, il a peur, mais vous avez déjà dans quelque chose de décalé qui peut vous amener à votre secteur d'activité. Pour les soutenants, je dis souvent aux élèves, si tu arrives à caser quelque chose qui stimule l'esprit du jury dès le départ, tu vas gagner des points. Et là, ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose qu'il n'aura pas totalement développé. Là, c'est une soutenance, c'est différent, dans son conduit, dans son déroulé. Exemple, je suis très heureux de vous faire la synthèse de mon alternance et notamment d'un projet qu'on a monté avec une entreprise étrangère et qui a bien marché. Pour revenir sur le contexte, et là, tu viens d'envoyer un message sur quelque chose qui a bien marché avec une entreprise étrangère. Évidemment que si tu as des questions-réponses derrière, les gens vont être omnibilés par ça parce que ça n'aura pas été suffisamment développé. Si c'est dans le cadre d'un pitch, tu mets cet élément-là en avant sur lequel tu vas rebondir un peu dans le déroulé et puis dans ta conclusion pour amener des questions qui pourraient concerner un élément qui t'est familier, que tu connais sur le bout des doigts. Et je peux te dire que très régulièrement, ça fonctionne. Nous, on fait des jeux à l'école, c'est que je colle sous les chaises des étudiants des questions sur leur personnalité. C'est-à-dire que
je dis quelque chose et à un moment donné, comme j'ai perçu, alors parfois je triche, hein, je mets 2 enveloppes et je leur dis, ils me posent une question pour découvrir quelque chose que c'est souvent dans ma présentation initiale que je fais ça. Je dis, est-ce que vous avez des questions à me poser? Et il y en a un qui me pose une question. Je dis, regarde sur ta chaise. Et c'était sa question qu'il vient de me poser. C'était pas très compliqué, surtout si j'avais mis 10 fois la même enveloppe sous les chaises. Hein. Mais ils sont pas bêtes, après ils vont voir. Mais c'est pour se dire qu'on peut stimuler l'intérêt, et c'est ça qui est intéressant dans le pitch, c'est de se dire comment je capte l'attention pour faire passer des messages qui soient importants. Dans un pitch, et je finirai là-dessus, comme on a très peu de temps, il faut partir du document écrit qu'on a. Très souvent, on part d'un projet qu'on a écrit, c'est hyper important d'écrire. Et vous regarderez quels sont les titres, quels sont éventuellement les chapeaux, les intertitres. Et déjà, c'est du travail qui vous permet de résumer le propos. Sauf qu'il ne faudra peut-être pas le mettre dans l'ordre que c'est dans votre soutenance écrite. Parce que très souvent, on commence par « Il était une fois, l'entreprise a commencé ». Et là, ce n'est pas spécialement ce qui risque d'intéresser les gens. Ce qui risque d'intéresser les gens, c'est quoi de neuf, quoi d'important pour eux au moment où vous parlez par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à leurs obligations et ceci et cela. Et parfois, quand on fait, c'est le problème du storytelling, hein, c'est quand on raconte une histoire, on a intérêt à être hyper bon, parce que si on commence par une histoire en disant notre entreprise que mon père avait commencé en 1943, c'était en août, je crois c'est en août, oui, c'est en août, on s'en fout de la date, on s'en fout du mois. Et puis d'un seul coup, il se rend compte qu'il a un copain à lui qui est dans la salle. Ah ben justement, il y a Bernard, je ne sais plus si tu te rappelles, et donc il y a une conversation. Et ça n'a aucun sens. Ce qui va m'intéresser, c'est notre entreprise va commercialiser, dans les 15 jours qui suivent, un nouveau produit avec un marketing totalement innovant. Donc, quoi de neuf, quoi d'important, c'est vous l'avez fait. Et après, vous pourrez revenir sur l'historique de votre société qui justifie les innovations, le recherche en développement, les moyens. On peut y aller, mais on ne démarre jamais avec notre entreprise qui a démarré vraiment, et moi j'étais à ce moment-là. Et beaucoup le font, notamment dans le pitch, ils racontent leur vie. Quel intérêt? Si ça a un intérêt par rapport à ce que vous faites, exemple, vous êtes champion de karaté et que votre but c'est de manager une équipe avec sérieux, efficacité et sécurité, c'est pas déconnant de parler qu'on fait du karaté ou éventuellement du karting, j'en sais rien. Il peut y avoir un lien. Mais sinon, raconter sa vie, alors on nous parle parfois du cursus qu'on a fait, ça n'a rien à foutre dans un pitch. Presque même dans une présentation, quand on veut se vendre, on déroule tout ce qu'on a fait depuis j'allais dire, la date historique la plus lointaine pour revenir à la plus proche. Partons de la plus proche qui puisse interpeller les gens et éventuellement donnera 1 ou 2 exemples sur l'expérience qu'on a accumulée au fur et à mesure de cette année. Donc le pitch, c'est un concentré d'un discours sur la base duquel on fait toucher l'introduction avec la conclusion et qu'à un moment donné, au milieu, on va développer 1 ou 2 angles avec des exemples, impérativement. Si dans un pitch, vous n'avez pas 1 ou 2 exemples, c'est compliqué. Cela dit, si vous savez qu'à la sortie de votre pitch, il y a un temps identique pour les questions-réponses, vous pouvez éveiller la curiosité par un mot ou une phrase, et les exemples viendront nourrir le questionnement au moment où vous serez questionné. Vous pensez déjà au canard à l'orange que vous allez manger après, au sandwich qui est sur le rebord de la table? Avez-vous d'autres questions? Parce que là, c'est pour se dire, hein, on a marqué, il y a le pitch, il y a l'animation, l'efficacité des visioconférences. Il y aurait beaucoup à dire sur l'efficacité de l'animation des visioconférences. Déjà, vous avez vu en arrivant pour les premiers, le temps d'attente qu'on doit respecter par rapport à ceux qui arrivent derrière. Pas bien ceux qui arrivent derrière, qui est en retard, tout ceci et cela. Mais on l'a également en conduite de réunion. L'animation d'une réunion physique. Très souvent, on pense à ce qu'on va dire. On a oublié tout le travail qu'il y avait à faire avant pour presque donner l'impression aux personnes qui vont participer à la réunion qu'on les a sollicitées et qu'elles sont contentes d'y venir. Il y a des moyens, il y a des techniques qui existent. La réunion se déroule et on ne se pose même pas la question, on se la pose de manière très décalée, de l'endroit stratégique où je dois me placer, si je dois être debout ou pas, s'il y a des supports ou pas. Et en fait, on fait la réunion. Et les réunions se ressemblent toutes. Donc, quand on y va, on a déjà une idée que ça va être une réunion chiante. Autant la faire en visioconférence, où on sent une certaine liberté et on peut faire un petit truc à côté éventuellement parce que le truc nous intéresse moins ou on le connaît. Donc, on voit bien que ça soit
les réunions, que ça soit une conférence, si vous êtes conférencier, il faut aussi se poser des questions sur comment je peux animer ma conférence. Si vous êtes à plusieurs à intervenir, ça, c'est compliqué. Ce n'est pas que de la soutenance. Parce que très souvent, on se dit « Oh non, je préfère être à plusieurs parce que comme ça, je me sens rassuré. » Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais pendant que les autres parlent? Tu es où? On te voit? Tu regardes en l'air? Tu te mets les bras croisés ou pas? Tu regardes la personne? Et je ne vous dis pas tout parce qu'après, les autres formations, c'est payant. Et donc, non, mais c'est pour vous dire que c'est des vraies questions à se poser. On fait des choses à plusieurs. Il doit y avoir une écoute, une veille. On doit sentir une solidarité d'équipe et surtout pas quelqu'un qui prend le pas sur celui qui est en train de parler. Parce que parfois, vous avez des gens qui font ça avec une chose très simple. Ils regardent leur portable pendant que l'autre parle. La personne qui intervient, elle n'a pas une gestuelle énorme, c'est pas excessivement grave, mais c'est lui qui est derrière, il se rappelle qu'il a un rendez-vous plus tard, il pense que les yeux ne sont plus figés sur lui, puisqu'il y en a un qui parle. Il sort son portable, il fait un mouvement, il se tourne. Et là, déperdition d'attention, jugement de la personne qui va regarder son portable, ça se trouve, il a besoin de prendre connaissance d'un problème familial, qui est très important. Mais il a été dépassé par l'événement, il sort, il ne doit pas le faire. Vous allez me dire, personne ne le fait. Plus de 65% des gens le font. Michel, oui. Comment on supprime les conjonctions, les parasites? Tu nous conseilles quoi? Parce qu'on dit souvent des du coup. Oui. Il y a deux possibilités. Celle de Thierry Bismuth, pas de Thierry Bismuth, de mon ami Bertrand Perrier, c'est la boîte à E. C'est-à-dire que lui, c'est sur le E. Dès qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est un buzzer. Donc, c'est très rigolo puis très déstabilisant au bout d'un moment parce qu'on n'ose plus parler du tout. Il faut s'entraîner, il faut détecter les mots, les conjonctions que l'on dit. Il faut accepter, se dire « Oh mince, c'est vrai, je dis souvent du coup ». Si j'interviens avec vous, je vais vous le dire. Au bout d'un moment, je vais un certain nombre. On l'a fait dernièrement avec le club de la presse et j'avais noté que parmi, je n'ai pas le droit de dire les noms, je ne dirais pas, c'était une femme, administratrice du club, elle avait dit un nombre de du coup, mais affolant. Donc j'ai dit, on a la gagnante du coup, et vous avez les gagnants du voilà, le fameux voilà, qui revient régulièrement. Il faut être conscient du mot qui revient régulièrement, que vous acceptiez qu'une personne vous le fasse remarquer, et à partir de là, on va essayer de trouver soit des synonymes, parce que en le faisant, au bout d'un moment, vous allez vous arrêter. Par exemple, Aurélien dirait du coup. Voilà, il sent qu'il allait dire du coup, il s'arrête. Ça n'a pas de sens, parce qu'on l'a entendu, il n'a pas fini sa phrase, il se sent paralysé. Il vaut mieux aller jusqu'au bout du coup, et puis là, il a entendu, il fait un mouvement de tête, et il sait qu'il va un peu plus se maîtriser sur les prochaines phrases qu'il va développer. La respiration, le temps que l'on va prendre, ces fameux temps morts qu'il nous faut garder dans notre discours, sont des moyens de ne pas utiliser ces conjonctions. C'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps dans l'emballement. On veut dire tellement de choses dans un temps donné que la phrase, elle ne s'arrête jamais. Et le danger, c'est qu'on les ponctue de du coup, voilà, donc effectivement d'accord. Et que cette fameuse phrase perd de son intensité puisqu'il y a moins d'intonation, plus vous liez les phrases, il y a moins de respiration et de plus en plus, il y a moins de, d'articulation. L'articulation permet de ralentir le débit. L'articulation va éviter l'utilisation de cette conjonction. Je vais demander à Nathalie de me dire, on ouvre le micro, Nathalie, abracadabrantesque. Elle fait signe qu'elle n'a pas entendu. Abracadabrantesque. Moi, j'appuyais pas sur le bon micro. Ouais, en fait, elle répétait dans... Vas-y, Nathalie. Abracadabrantex. Oula. Il n'y a pas de problème, Nathalie, c'est normal. Si on n'a pas répété plusieurs fois la phrase, c'est extrêmement compliqué de la sortir au bon moment. Ah ouais. Donc, imaginez parfois la focalisation des décideurs, des hommes politiques, juste sur un mot parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à dire. La fameuse formule de abracadabrantesque, c'est Chirac qui l'a fait à un moment donné. Et tout le monde, tous les journalistes, reprennent derrière la formule parce que c'est une affaire abracadabrantesque. Et on n'est pas resté sur le sujet qui était chiant, quoi, parce qu'il a dit une formule et tout le monde est resté là-dessus. Donc, il y a des mots qu'on peut utiliser, qu'on peut mémoriser, de façon à ne pas utiliser des conjonctions, par exemple.
je vais demander à Estelle, l'une ou l'autre, de me dire est-ce que vous êtes passé chez Soch? Et vous me dites oui, je suis passé chez Soch. C'est parti, Estelle. Impossible. Si, si. Est-ce que je suis passée chez Soch? Eh ben, c'est pas mal. Mais on voit bien, Estelle, qu'il y a C'est un dur. ralentissement, il y a une articulation qui nous permet de sortir le mot. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Et il y a parfois des gens qui le disent à toute vitesse parce que ça évite de boguer dessus, mais en fait, on ne comprend rien. Si on a un mot compliqué à dire, il faut qu'on l'entende. Si on parle de anticonstitutionnellement, on va entendre le début, on entendra la fin. Ce n'est pas anticonstitutionnellement. Non, c'est anticonstitutionnellement. C'est plus facile pour moi. C'est des exercices que je m'amuse à faire avec des joutes oratoires avec mes élèves. Et quand je leur dis « Dis-moi, gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grand grain d'orgeras-tu » Je me dis « Gros gras grand grain d'orgerai quand tous les autres gros gras grand gras, ce seront des gros gras grand grain d'orge. » Les élèves me disent « Déjà, on n'a rien compris. » Ben oui, il faut comprendre ce que l'on dit. Et quand je leur dissèque la phrase, ils disent « Ah d'accord, c'est un gros grain de blé. D'accord, ah, c'est un grain d'orge. Ok. » Il faut comprendre ce que l'on dit. Quand on a compris ce que l'on disait, il faut être en capacité de le faire passer aux autres. Et pour le faire passer aux autres, il ne faut pas accélérer dans le débit. Ce que je sais parfois, je l'accélère comme si c'était un acquis par rapport aux autres. C'est faux. Je dois prendre le temps de faire vivre les mots, faire vivre les messages, prendre mes respirations et le vendre avec ma gestuelle, mon sourire, un mot, éventuellement un support. D'autres questions? Il vous reste 2 minutes. Bien. S'il n'y en a pas, je voudrais vous mettre en garde sur l'utilisation des supports. On ne sait pas ne pas intervenir avec des supports, notamment PowerPoint. Il faut vraiment que c'est une utilité. Il faut que ce que vous projetiez soit le renfort de ce que vous dites et non pas un pense-bête pour vous qui va vous permettre de vous retourner et de lire parce que ça vous rassure. Vous avez le droit, en prestation orale, et personne ne vous jugera, d'avoir une petite fiche que j'ai gardée de côté. Si vous avez une fiche, ça va vous rassurer sur les mots que vous avez à dire, sur la hiérarchie de votre déroulé, sur quelques techniques qu'on peut faire. Par exemple, si c'est surligné en bleu, c'est « Ah, c'est vrai, il faut que je les regarde ». Si vous dites aux gens « Parce que je compte sur vous vraiment pour vous mobiliser », et vous regardez après, ça ne marche pas. C'est que si c'est surligné, en principe, le regard va plus vite que la parole. Donc, vous voyez, ah, en bleu, ça veut dire que je les regarde. Et donc, je connais la phrase, je la connais, mais j'ai tellement peur de ne pas la sortir que je suis obligé de la lire. Et tous ces gens qui ont des discours avec un pupitre pour lire, sous prétexte que c'est pas eux qui ont fait les discours. Donc, c'est très compliqué. Et les ont-ils répétés à l'avance? Je suis même pas sûr. Et parfois, vous avez quelqu'un qui dit « Car dans l'entreprise », il tourne la page, où je me trouve, et là, on dit « C'est génial, super orateur ». Alors que le type, en fait, il se tire une balle dans le pied, il n'avait pas lu tout. Sinon, il suffit qu'il réécrive en bas de sa feuille que la fin de la phrase. Et combien de fois on a vu ça? J'ai vu ça pendant les municipales aussi. C'est pas que les décideurs, c'est pas que les professeurs, c'est pas que les politiques. On fait tout ça parce qu'il faut vraiment penser à une préparation en amont et tout ce qui va nous permettre de faciliter notre intervention orale. Il faut se poser les questions. Et ce que vous ne devez jamais oublier, je finis par ça, c'est les gens vers lesquels est destiné le message. Si vous oubliez ça, et je dis ça parce qu'il y a des conférenciers qui, par exemple, ont un modèle d'intervention, et quelle que soit l'assistance, quel que soit le nombre de personnes, l'âge, ils font la même. J'ai l'habitude. Non, mais attendez, j'ai l'habitude. Il a l'habitude de parler. OK. A-t-il l'habitude de prendre en considération les gens et de mesurer le propos et la gestuelle et l'échange? Est-ce qu'il fera plus de... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les gens veuillent, passez-moi l'expression, s'emmerder pour optimiser son intervention orale. Parce que ça nous fait déjà tellement peur qu'on se dit, déjà, si je fais ça, ça sera bien. Il est l'heure. Je reprends la parole une petite seconde du coup pour conclure. C'est moi qui vais le faire et j'ai placé un du coup. Je vous rappelle que le campus sandwich, c'est l'extrait, les bases de formation qu'on peut tout à fait mettre en place. Michel l'a dit avant et il nous fait le geste avec. Parce qu'on est organisme de formation agréé,
et qu'on est data docké, donc on a toutes les certifs possibles. Donc, on peut tout à fait mettre en place des formations d'une demi-journée ou d'une journée sur ces sujets. Alors, ceux dont vient de parler Michel, faire un pitch, intervenir en tant que conférencier, animer une réunion ou une visioconf, enfin, tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, on peut tout à fait le mettre en place en demi-journée ou en journée. Et même s'il nous montrait le symbole de la monnaie, on applique au club via le Campus Normandie des prix plutôt attractifs puisque c'est 160 € la demi-journée et 320 la journée. Et comme on a toutes les certifs et qu'on est organisme de formation agréé, ça peut être pris en charge par votre organisme paritaire. Voilà ce que j'avais à rajouter. Aurélie l'a bien vendu et vous voyez qu'on avait travaillé notre conclusion commerciale, vous l'avez bien remarqué. Non, mais je reste à votre disposition. Si jamais vous aviez une échéance importante, immédiate qui arrive et que vous avez un souci majeur, via le club, vous avez mes coordonnées et si j'en ai la possibilité, si j'en ai le temps, je peux vous faire voilà, juste un petit retour en disant si vous avez une crainte, me dire est-ce que je fais ça, est-ce que vous pensez que je m'habille comme ça, ou est-ce qu'il faut que je monte sur scène, ou est-ce si on est à plusieurs, où est-ce que je me mets. Éventuellement, bonjour, je parle à la fille d'Aurélie. Si vous avez quelque chose dans l'immédiateté qui vous arrive et que vous êtes en questionnement, oui, gracieusement, je peux quand même me permettre de vous faire un petit retour et vous en ferez ce que vous voulez, bien évidemment. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. La vie est belle, il y a du soleil et nous allons aller nous sustenter et nous réhydrater. Merci Michel. J'ai du mal à croire que tu étais introverti quand même. Si, je pourrais rencontrer ma vie. Je le fais avec les élèves pour les faire rire. C'était top, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Vous pouvez rester, mais il ne va plus rien se passer. Au revoir, bonne journée. Au revoir.